Notre dernier intervenant sera Chris Muyunda, qui préside le conseil d'administration de la coalition des acteurs non étatiques pour la mise en œuvre du CADEP. Il jouit d'une très riche expérience et je pense qu'il nous parlera du rôle de l'Alliance des organisations coordonnatrices de l'Afrique de l'Est. Il interviendra sur le rôle de la sécurité alimentaire dans le commerce régional en Afrique. Je vous remercie, Michael, pour ces propos aimables. Bonjour. Let me go straight into it and indicate that je voudrais commencer par dire que j'interviendrai sur le rôle de la sécurité alimentaire dans le commerce régional en Afrique. And therefore, in that presentation, I will talk. Dans mon intervention, je mettrai l'accent sur la sécurité alimentaire et le commerce régional. J'évoquerai également le PDDAA, les plans d'investissement régionaux et les revues biannuelles effectuées. J'évoquerai également un certain nombre de risques majeurs, mais aussi d'opportunités d'harmonisation des réglementations en matière de sécurité alimentaire sur le continent, de même que de meilleures pratiques à reproduire et quelques pistes pour l'avenir. En ce qui concerne la perception des parties prenantes du continent, une étude a été menée par Asareka en 2010. C'est l'Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Cette étude a donc estimé que 50% des consommateurs de cette région, Afrique de l'Est et australe, s'inquiétaient de la piètre qualité des emballages de lait. Par conséquent, le lait était perçu comme étant de piètre qualité. Les consommateurs de cette région préféraient donc le lait étranger et en particulier le lait néo-zélandais. En 2014, une autre étude a été menée par l'ONUDI qui a estimé que seuls 30% des produits de base africains étaient transformés et que le reste des produits non transformés étaient perçus comme étant dangereux. Plusieurs autres rapports évoquent des cas de frélatage des produits laitiers, du miel et d'autres. Ma collègue tout à l'heure a évoqué la question de l'aflatoxine, surtout dans les cacahuètes, qui constitue un problème, surtout en Afrique de l'Est. Il y a également question d'autres contaminants cancérigènes qui touchent à la réalité même de la sécurité alimentaire. Et pour ce qui concerne le commerce régional, l'on s'aperçoit que du fait de ces perceptions, vous avez en marron le commerce intra-régional en Afrique de l'Est qui est assez marginal par rapport aux échanges commerciaux entre cette région et le reste du monde. La partie en mauve qui est considérable du fait de ces perceptions. Et de ce fait, il n'y a pas de produit qui incarne cette situation autant que les arachides. Si vous prenez le commerce mondial des arachides, dans les années 60, l'Afrique était un acteur
de taille. Des pays comme le Nigeria et d'autres fournissaient environ 70% de la consommation mondiale. Malheureusement, aujourd'hui, notre part est représentée en bleu et représente moins de 4% de la consommation mondiale. Même si nous continuons de produire, personne ne s'approvisionne chez nous à cause de ces préoccupations. Dans la déclaration de Malabo, nous avons évoqué la nécessité de tripler les échanges commerciaux intra-régionaux. Il y a une année de cela, une revue a été menée sur la question et vous constaterez que très peu de pays africains sont en voie de tripler leur commerce intra-régionaux du fait de plusieurs préoccupations, y compris l'incapacité à respecter les normes de sécurité sanitaire, puisque même sur le continent, les consommateurs préfèrent des produits de qualité. Donc, seuls 3 pays sont en voie de réaliser cet indicateur pour le commerce intra-régional. Quant à savoir les pays qui sont à la tête de cette sensibilisation, prenons les grands importateurs, l'Afrique du Sud, l'Angola, grand importateur de produits agricoles, le Nigeria également. Et ce sont des pays qui importent en dehors du continent. Et c'est une difficulté pour les PME du continent qui ne sont pas à même d'approvisionner le marché local, car les parties prenantes africaines sont sensibilisées à la réalité des préoccupations en matière de sécurité alimentaire. Sur ce camembert, vous avez les principaux produits de base que l'on importe en Afrique, notamment le riz, l'huile de palme, le blé, des produits laitiers qui sont importés ailleurs. Revenons à présent sur le processus du PDDAA. C'est un programme dont se sont dotés les chefs d'État, programme que nous souhaitons utiliser afin que le secteur agricole serve à la croissance économique, au développement économique. Ce programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine se décline en 4 objectifs pour l'utilisation de l'eau, l'accès au marché, la sécurité alimentaire et l'accès aux technologies. La déclaration de Malabo qui indique ces piliers est assortie de 7 engagements qu'ont fixé les chefs d'État. Tout d'abord, lorsque l'on travaille dans l'agriculture en Afrique, il faudrait pouvoir faire participer toutes les parties prenantes. C'est un engagement du PDDAA. Les gouvernements doivent porter ces initiatives et consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Il s'agit également, à travers cet instrument, de mettre d'éradiquer la faim et de réduire la pauvreté. Nous avons une cible à l'horizon 2025, réduire de moitié la pauvreté. Le PDDAA doit également être utilisé pour tripler le commerce intra-régional et veiller à garantir la résilience du secteur agricole au changement climatique. Et toutes ces actions doivent être assorties de preuves, d'analyses et faire l'objet de revues tous les 2 ans pour déterminer comment les pays fonctionnent. La première revue a été menée il y a 2 ans. 47 pays ont fait l'objet de cet exercice
et 21 étaient sur la bonne voie dans la mise en œuvre de la déclaration de Malabo, tandis que 27 accusaient un retard. La revue biannuelle a débouché sur de nouvelles motivations, de nouveaux engagements afin qu'il n'y ait pas de régression. Tous les 2 ans, les pays font l'objet d'examens par rapport aux 7 engagements fixés par les chefs d'État. Un des principaux résultats de cet exercice a été la question de la sécurité alimentaire qui a été négligée dans le cadre des indicateurs utilisés pour les revues biannuelles. Une réunion a donc été prévue et qui aura lieu à Addis Abeba la semaine prochaine pour la définition d'un indicateur qui servira à évaluer les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire. C'est vital pour atteindre les objectifs de la déclaration de Malabo et cet atelier regroupera les parties prenantes la semaine prochaine à Addis Abeba. Les opportunités que nous envisageons pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Aujourd'hui, la facture des importations s'élève à 40 milliards de dollars et cette facture est aussi élevée puisque nous cherchons des aliments de qualité. Et si nous ne faisons rien, cette facture passera à 110 milliards de dollars d'ici 2025. Nous avons donc l'occasion de motiver les pays et les parties prenantes afin qu'ils interviennent en matière de sécurité alimentaire. Nous pouvons aussi considérer que les communautés économiques régionales en Afrique, l'Afrique a environ 7 communautés économiques régionales qui peuvent être utilisées comme point de départ pour harmoniser les normes. Nous pourrons ainsi passer des 7 communautés économiques régionales à la zone de libre-échange continentale pour concevoir et harmoniser les normes sur le continent africain. Toujours s'agissant des opportunités en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire, les consommateurs sur le continent continuent de percevoir les produits locaux comme étant de piètre qualité, surtout les produits laitiers. Les consommateurs sont prêts à payer un peu plus si seulement l'on peut leur offrir des produits de meilleure qualité sur le continent. Quid à présent du modèle approprié pour promouvoir la sécurité alimentaire sur le continent? Nous nous sommes intéressés au modèle utilisé par le partenariat pour le contrôle de l'aflatoxine sur le continent. C'est un modèle approprié dans la mesure où il prévoit une analyse de la situation de la sécurité alimentaire à partir de laquelle un plan ou une stratégie est élaboré, validé par toutes les parties prenantes, plan qui est ensuite intégré dans les plans nationaux pour avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes, après quoi l'on passe à une stratégie de suivi et d'évaluation pour permettre aux parties prenantes de déterminer les progrès réalisés. Pour conclure, enfin, je pense qu'il est important de retenir un certain nombre d'éléments sur la question de la sécurité alimentaire. Les partenariats sont importants pour traiter de cette question avec succès. Sensibiliser les acteurs de la chaîne de valeur est également important. Dresser un état des lieux du domaine de la sécurité alimentaire également. S'intéresser à des modèles de financement est aussi capital. Dans le cas du modèle PACA, nous avons constaté comment des pays tels que le Kenya, le Malawi ont été en mesure de mobiliser des mesures, des moyens, des ressources nationales
pour relever le défi de l'aflatoxine. Et ce modèle peut être reproduit tout au long des chaînes de valeur. Il est aussi important de prendre en compte les acteurs non étatiques, les organisations de femmes, de jeunes, les PME, et de les épauler en matière de renforcement de capacité et de sensibilisation aux différents paramètres faisant partie de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il est important également d'encourager des tests réguliers, la certification régionale, l'affiliation à des agences de certification, dispenser des formations en matière de renforcement des capacités, et faire comprendre à toutes les parties prenantes, les agriculteurs, les transformateurs, les fabricants, les vendeurs, les commerçants, les consommateurs, les usines, les éducateurs, les associations de consommateurs, les groupes de femmes, de jeunes, que la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité conjointe. Nous pensons qu'il existe de réelles opportunités commerciales pour les PME dans le secteur des produits alimentaires. Comme le démontre la facture des importations alimentaires, il est important pour cela de respecter les réglementations. Par conséquent, nous pensons que l'harmonisation des normes, le renforcement des capacités sont des domaines prioritaires pour les PME en Afrique. Dans l'ensemble, le Codex Alimentarius de la FAO est aussi un outil important dont peuvent se servir les PME. C'est une plateforme potentielle pour l'harmonisation des normes. Les partenariats entre les organismes des Nations Unies, l'Union africaine, les gouvernements, l'Union européenne et les programmes axés sur le renforcement des capacités des PME pour faire comprendre et mettre en œuvre le codex, ce qui permettrait grandement d'intégrer les PME sur les marchés nationaux, régionaux et le marché international. Nous encourageons nos collègues du PACA et d'autres à étendre leur modèle d'initiative axée sur les chaînes de valeur. Le PACA s'est intéressé au secteur de l'arachide par le biais d'un forum organisé il y a 3 ans au Sénégal. Nous avons également organisé un forum du maïs en Tanzanie l'année dernière. Il est important d'élargir cela à d'autres produits de base et faire équipe avec d'autres organisations pour faire avancer les choses. Enfin, je dirais que l'augmentation de la facture d'importation de l'Afrique ne serait pas inversée tant que des mesures ne seront pas prises pour soutenir la compétitivité et la viabilité des PME qui devraient être considérées comme priorité par l'UA, des agences de développement telles que l'Union européenne et les organisations internationales. Il est important de fournir aux PME également un appui pour respecter les normes de sécurité sanitaire des aliments. Je vous remercie. Fairly detailed presentation and a long list of action points, so I don't think I need to summarize, but we appreciate that you brought the context of CAADP and how the food safety issue situates within the CAADP implementation.